Donc, les journalistes qui le font, contrairement à ce qu'a dit M. Thierry Mongala, ne portent pas atteinte au secret de l'instruction. Voilà. Il y a une jurisprudence qui est établie là-dessus. Voilà. Donc, les journalistes, ils font leur travail, ils ont le droit au secret des sources, donc ils n'ont pas à révéler comment ils ont eu ça, même si on devine qu'ils ont eu ça à travers l'instruction, mais le faire en soi ne constitue pas une infraction. Le secret de l'instruction, c'est une infraction qui est plus complexe que ce que pense M. Thierry Mongala. M. Mboulou confond tout. Déjà, il ne sait pas comment doit fonctionner un État. Voilà. S'il savait comment doit fonctionner un État, il comprendrait que lui, en tant que ministre de l'Intérieur, il ne peut pas créer des infractions. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il peut tenir une réunion de travail et parler au sujet de la sécurité, dire quelles sont les mesures qu'il va prendre pour lutter contre le banditisme qui règne à Brazzaville et à Pointe-Noire et dans d'autres localités du Congo, mais il ne peut pas prendre une mesure de nature à édicter comme infraction la circonstance de se promener au-delà d'une certaine heure sans carte nationale d'identité. Les associations de défense des droits de l'homme, par exemple, qui sont présentes au Congo, qui ont une personnalité morale, peuvent, si leur statut les y autorise, saisir le tribunal saisir le tribunal judiciaire de Brazzaville pour pouvoir contester la légalité de cette mesure. Il faut sortir de ces sentiments un peu de passivité, de fatalisme, où on est là juste à décrier. Il faut essayer, même nous qui sommes ici en Europe, il faut essayer de prendre attache avec les acteurs locaux qui sont courageux et puis étudier avec eux des possibilités d'action sur place. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Droit de savoir qui portera sur l'annonce faite par Messieurs Raymond Zéphirin Mboulou, ministre congolais de l'Intérieur. Je présume que vous l'avez suivi, que désormais tout Congolais non porteur de sa carte d'identité au-delà de 21 heures, heure de Brazzaville, sera considéré comme un délinquant et donc s'exposera à une arrestation. Les services de police devront veiller à l'application de cette mesure énoncée par Monsieur Raymond Zéphirin Mboulou sans en circonscrire la période ni en donner les détails. On en parle aujourd'hui avec Maître Brice Nzamba. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Bonjour et merci d'être avec nous sur TLR TV. Bonjour Monsieur Christian Perrin et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci Maître. Alors vous avez suivi comme tous les Congolais bien entendu cette annonce faite par Zéphirin Mboulou, le ministre congolais de l'Intérieur, comme quoi désormais celui qui n'a pas sa carte d'identité au-delà de 21 heures sera considéré comme un délinquant. Quelle a été votre réaction à l'annonce de cette mesure? Comme tous les Congolais, j'ai été étonné, mais à vrai dire, est-ce que nous pourrions encore être étonnés après avoir été habitués un peu par les pratiques du régime de Brazzaville qui, chaque jour, nous fait la démonstration de sa façon de gouverner dans l'arbitraire. Alors, à vrai dire, je n'ai pas été beaucoup étonné, mais c'est tout simplement ces gens entraînent le pays, salissent l'image du Congo. Voilà. C'est-à-dire qu'ils dirigent le Congo, on est quand même en 2023, et on a l'impression qu'on est dans un village, et même dans un village, il y a des règles. Il y a des règles. Je le dis pourquoi? Parce que quand on dit qu'à compter de 21 heures, celui qui ne porte pas une carte d'identité sera considéré comme un délinquant. Alors, c'est M. Zéphirin Mboulou qui décrit ces caisses, en fait, crée une nouvelle infraction au Congo. Il crée une nouvelle infraction, c'est-à-dire la non-détention de la carte d'identité à compter d'une certaine heure. On devient un délit alors. On devient délinquant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la loi qui détermine les infractions. Hein, comme vous le savez certainement, dans matière d'infraction, vous avez les contraventions, vous avez les délits, vous avez les crimes. Et donc, en matière pénale, il y a ce qu'on appelle une interprétation stricte de la loi pénale. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été expressement décrit comme étant une infraction ne peut pas être considéré comme une infraction. Et c'est la loi qui décrit cela. Donc, M. Zéphirin Mboulou, en tant que particulier, n'est pas le Parlement à lui tout seul,
donc ne peut pas prendre une mesure qui est une disposition d'application générale sur toute l'étendue en édictant une infraction. Donc, c'est de l'arbitraire. Il n'y a pas autre chose à dire. Nous sommes en plein arbitraire. Voilà. Alors, puisqu'on nous dit que la loi est au-dessus de tout le monde, alors prononcer une telle mesure qui a finalement désormais force de loi, puisque les gens sont obligés bien sûr de se soumettre depuis un certain temps, on a vu comment on a déployé une armada dans les rues, les artères de Brazzaville, les gens qui sont contrôlés, on a l'impression d'être même en face de l'armée. Est-ce qu'on peut penser qu'on est là, on a basculé? C'est vrai que le Congo-Brazzaville est reconnu comme étant un État totalitaire, mais de là basculer dans l'arbitraire, qu'est-ce qui peut justifier de tels comportements, j'allais dire, de telles annonces? Alors, ce qu'il faudrait d'abord dire, juste avant de répondre à votre question, c'est que dans la constitution de ces régimes, la constitution qui est en vigueur actuellement et qu'ils ont obtenue par forfaiture, quand vous lisez l'article 22 de cette constitution, il est dit que tous les citoyens congolais sont libres de circuler sur l'ensemble du territoire national. Voilà, donc, la constitution garantit la liberté de circuler sur le territoire congolais. Et donc, il appartient en ces moments-là à la loi d'encadrer éventuellement les restrictions pour lesquelles on peut ne plus avoir cette liberté de circuler. Il y a des cas qui sont objectifs, ça peut être dans le cadre d'un couvre-feu, d'un état d'urgence ou d'un état de siège, où en ce moment-là, la liberté d'aller et de venir des citoyens se trouve restreinte. Pourquoi? Parce que cette liberté, qui est une liberté garantie par la Constitution, sa restriction est proportionnée à une valeur plus importante qu'on doit protéger. Et notamment, quand il s'agit d'une crise grave qui touche la stabilité des institutions, et comme les forces de sécurité doivent veiller à la stabilité des institutions, on peut en ce moment-là restreindre la liberté de circuler des citoyens. Mais quand il Oui, n'y mais a pas… dans le cas d'espèce, maître, juste pour rappel, dans le cas d'espèce, il y a un article qui entoure un peu les modalités, bien sûr, d'un état de siège ou état d'urgence. C'est bien l'article 157, si j'ai bonne mémoire. Mais ici, on a un monsieur qui apparaît à la télé. D'ailleurs, ce n'est même pas une communication officielle parce qu'apparemment, lorsqu'on regarde la vidéo, il est en face des chefs de quartier, c'est-à-dire c'est une réunion de travail et en train de communiquer à ces chefs de quartier, ils décident, voilà, une mesure comme ça. Je crois qu'il y a une légèreté aussi à un niveau donné de prendre une telle mesure, d'une telle dimension, dans un cadre inapproprié, s'il faut le dire. Oui, mais déjà parce que M. Moulou confond tout. Déjà, il ne sait pas comment doit fonctionner un État. Voilà. S'il savait comment doit fonctionner un État, il comprendrait que lui, en tant que ministre de l'Intérieur, il ne peut pas créer des infractions. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il peut tenir une réunion de travail et parler au sujet de la sécurité, dire quelles sont les mesures qu'il va prendre pour lutter contre le banditisme qui règne à Brazzaville et à Pointe-Noire et dans d'autres localités du Congo, mais il ne peut pas prendre une mesure de nature à édicter comme infraction la circonstance de se promener au-delà d'une certaine heure sans carte nationale d'identité. Puisque la seule circonstance de se promener sans une carte nationale d'identité ne suffit pas à constituer une infraction. Voilà. Parce que les Congolais sont libres de circuler sur le territoire congolais et même le contrôle d'identité est encadré. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas l'identité d'une personne de façon arbitraire. Il y a un cadre légal pour le contrôle d'identité. Vous voyez? Donc, Et nous… peut-être il faut peut-être en parler parce que ici, évidemment, c'est la question que j'allais vous poser si le contrôle d'une carte d'identité est systématique ou bien il y a des circonstances qui peuvent pousser, bien sûr, au contrôle d'une carte d'identité. Si c'est le cas, quelles Ah sont, non, par non, exemple, les circonstances? ah non, non. Le contrôle d'identité, même dans des démocraties établies comme en France, répond à des modalités. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas systématiquement la carte d'identité d'une personne ou l'identité d'une personne. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut justifier de son identité par tout moyen. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'on peut justifier de son identité par son passeport, par sa carte d'identité, par son permis de conduire, ou même quand on est étudiant et qu'on a une carte d'étudiant, on peut
justifier de son identité par tout moyen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour contrôler l'identité d'une personne, il y a plusieurs cas. Le premier cas, c'est qu'il faut d'abord qu'il y ait des soupçons que la personne a tenté de commettre ou est en train de commettre une infraction. En ce moment-là, on interpelle la personne, on contrôle son identité. Voilà, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, il peut arriver que le procureur puisse prendre des réquisitions adressées à un commissariat de police en leur enjoignant de contrôler l'identité des gens dans un endroit donné, dans un endroit donné et pendant un temps donné pour découvrir des infractions qui seraient en cours à cet endroit-là. Vous voyez? Donc là aussi, c'est encadré. C'est encadré. Et il peut aussi y avoir des contrôles d'identité quand, par exemple, il y a ce qu'on appelle les cas de flagrance. Quand les policiers sont appelés pour intervenir à un moment où il y a une situation qui se déroule à un endroit donné. Quand ils débarquent et qu'ils arrivent à un endroit où il y a ce qu'on appelle la flagrance, hein, c'est-à-dire qu'il y a des commissions d'infraction, ils peuvent contrôler l'identité des gens. Mais ce n'est pas systématique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décréter tout simplement qu'à compter de tel jour, on va contrôler l'identité de toutes les personnes à partir d'une certaine heure sans justifier de certaines raisons objectives pour lesquelles on le ferait. Oui, maître, pendant qu'on y est, tout à l'heure, vous avez dit on peut contrôler l'identité de quelqu'un, d'une personne par sa carte d'identité, le permis, vous avez dit, le passeport ou même la carte d'étudiant, dans le cas, par exemple, Partout, oui. On peut justifier son identité partout. Oui, mais ici, nous avons une annonce faite comme ça, et je parlais tout à l'heure de légèreté, parce que lorsque M. Mboulou fait son annonce, il parle de la carte d'identité. Donc, il ne fait mention des autres formats, j'allais dire, d'identité. Et là, maintenant, se pose la question de savoir, puisque la police qui est chargée de ce contrôle se retrouve devant les citoyens qui ont les cartes d'identité. Bon, là encore, c'est un autre débat, peut-être pour un autre jour. Les cartes d'identité, comme les passeports, sont finalement, mais vraiment un mythe. C'est toute une gymnastique au Congo-Brazzaville. Mais je me dis, alors, je me retrouve par exemple devant un policier pour un contrôle. On lui a dit de contrôler si j'ai ma carte d'identité. Est-ce que là aussi, on n'ouvre pas une brèche dans l'arbitraire parce que le policier, après, pour chercher juste parfois à me nuire, peut me dire, bah, écoutez, moi, c'est la carte d'identité que je veux voir et non votre carte d'étudiant. Oui, oui, mais parce que le policier n'est que le reflet de son supérieur hiérarchique. Vous voyez, à partir du moment où le supérieur hiérarchique, M. Mboulou, qui est censé avoir plus de connaissances des règles et qui doit donc assurer l'instruction des agents de police pour qu'ils puissent bien faire leur travail, lui-même démontre sa carence, c'est-à-dire que pour lui, il considère que la pièce d'identité, c'est la carte d'identité seulement, bah, les policiers en ce moment-là, ils vont agir conformément à ce que M. Mboulou a dit. Mais ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que ça va être une occasion de pouvoir agir de façon arbitraire à l'égard des Congolais. Hein, comme vous l'avez Parce dit. que, évidemment, Maître Brice Nzamba, pardon, Maître Brice. Oui. Pardon, Maître Brice Nzamba, puisque vous évoquez déjà l'arbitraire, évidemment, lorsque vous suivez très bien son message, c'est-à-dire cette annonce, quelque part, il dit « nous allons repartir, je crois, un truc du genre, dans le système », c'est-à-dire on va refaire comme l'ancien système. En fait, quand il parle du système, il fait allusion à ce que les Congolais ont connu dans les années 64-65, notamment la JMNR. C'est-à-dire, c'est carrément l'arbitraire que M. Mboulou vient annoncer. Et c'est là ma question, où je vous posais la question tout à l'heure, de savoir qu'est-ce qui peut justifier ce genre d'annonce, ce genre de comportement pour un gouvernement? Qu'est-ce qui peut se cacher derrière? Alors, moi, je pense que quand on approfondit, il n'y a que deux hypothèses. C'est-à-dire qu'on peut être un peu naïf et puis dire que peut-être que le gouvernement veut inciter les Congolais à mener des démarches administratives pour acquérir une carte d'identité. On peut être naïf et croire que la raison cachée pourrait être celle-là. Voilà. Mais quand on approfondit davantage, puisque pour inciter les Congolais à acquérir une carte d'identité, on peut mener une campagne de sensibilisation à la télé, au niveau des communes, et puis inciter les jeunes à mener des démarches. Voilà. Mais moi, ce que je pense que le régime de Brazzaville doit être informé
des situations liées certainement à la menace de déstabilisation du régime. Hein. Moi, je pense que les renseignements du Congo ont certainement des informations d'après lesquelles il pourrait y avoir une déstabilisation possible du régime. Et donc, pour anticiper cela, ils veulent qu'à partir d'une certaine heure, qu'il n'y ait plus de circulation de la population afin de mieux renforcer le contrôle de la circulation, le contrôle des gens qui vont être à l'extérieur pour prévenir éventuellement une déstabilisation. Si tel est le cas, maître, si tel est le cas, mais il y a un article, il y a un cadre prévu pour cela dans la Constitution. J'ai rappelé tout à l'heure l'article 157, par exemple. Pourquoi ne pas l'appliquer? Pourquoi ne pas faire une annonce conformément à la loi que de venir comme ça à la ils télé? ne peuvent pas le faire parce que s'ils le font, l'opinion publique nationale et internationale va savoir qu'au Congo, il se passe des choses. Vous comprenez? Donc, pour ne pas officialiser cela, ils sont obligés de procéder autrement. C'est-à-dire qu'ils vont atteindre le même résultat, mais par des moyens détournés. C'est-à-dire que les moyens qu'eux, ils utilisent sont des moyens qui vont faire croire aux Congolais que, en fait, c'est juste pour contrôler les identités. Mais à la vérité, c'est qu'eux, ils font comme travail, c'est pour prévenir l'éventualité d'une déstabilisation du régime, en fait. Parce que c'est ça, parce qu'ils veulent qu'à partir de 21h, 22h, qu'il n'y ait plus personne dehors pour qu'ils puissent avoir un contrôle absolu du territoire et que ceux qui vont dehors vont être présumés comme des possibles fauteurs de troubles. Mais ce n'est pas des fauteurs de troubles simplement du droit commun. Certainement des personnes pour lesquelles, eux, ils ont des craintes, qu'ils ont des ambitions d'insurrection. Voilà, parce qu'on ne peut pas comprendre autrement cette mesure qu'en approfondissant et en comprenant qu'il y a des renseignements que le régime a qui n'est pas à la disposition de tout le monde. Qu'est-ce qui empêcherait, par exemple, quelqu'un, un détenteur d'une carte d'identité, de commettre un forfait? Non, Parce que c'est là tout le problème. Oui, mais dans les faits, ça n'empêche rien. Mais ça permet en tout cas de pouvoir réduire la masse des gens dans la rue et donc d'assurer un contrôle plus efficace. Vous voyez? Parce que quand vous avez des fauteurs de troubles qui sont dans la masse, c'est plus difficile de réprimer. Mais quand la masse, il n'y a plus de masse dans la rue, vous êtes sûr que ceux qui sont dehors sont présumés être des fauteurs de troubles. Donc, vous avez la possibilité de réprimer plus facilement que quand il y a la masse. Vous voyez, donc c'est ça, c'est un système. Hein. Moi, je pense que c'est pensé, c'est réfléchi, et que ça participe en fait à réprimer, à prévenir une déstabilisation possible. La vérité, c'est celle-là. Voilà. Moi, je ne vois pas une autre raison objective pour laquelle ils empêcheraient aux Congolais d'être dehors à 21h simplement pour une question de carte d'identité. Alors, dans le cas d'espèce, puisque tout à l'heure, finalement, c'est ce que je viens de comprendre, de bout en bout, à l'égard, disons, le gouvernement congolais a violé carrément les lois et règlements de la République, les articles de la Constitution, vous venez d'en citer d'ailleurs quelques-uns tout à l'heure, et après, je me dis, mais puisqu'ils ont violé la loi, pourquoi est-ce que la population va-t-elle respecter la loi? Pour quelle raison? Oui, mais alors, là, ce que vous soulevez comme question, c'est une question de leadership. Vous voyez? Parce que la population, par elle-même, ne peut rien faire. La population n'agit que sous l'impulsion d'un leader qui a une vision et qui est prêt à prendre des risques. Vous voyez? Parce que là, à la vérité, c'est au rôle de l'opposition de monter au créneau. C'est à l'opposition de pouvoir monter au créneau et de pouvoir dire à l'opinion publique nationale que la mesure désobéir carrément, en fait. est légale. Pardon? Pour désobéir. Ah Finalement, oui, on peut appeler oui, la population à désobéir. Parce que oui, la loi, mais la population, pour désobéir, il faut qu'il y ait des opposants qui appellent à la désobéissance à cette mesure. Voilà, parce que si déjà les opposants ne sont pas exemplaires, les populations ont peur. Les populations ont peur, elles sont abandonnées à elles-mêmes, donc elles ont peur de sortir. Mais est-ce que vous avez entendu un seul opposant
qui est monté au créneau, puisqu'on nous dit que les vrais opposants sont au Congo, qu'il faut aller au Congo pour faire l'opposition? Est-ce qu'il y a eu un opposant au Congo qui a appelé à ne pas respecter cette mesure illégale? Il n'y en a pas. Voilà, donc c'est ça, c'est-à-dire que la population subit. La population subit la dictature de M. Denis Sassou Nguesso, la population subit l'abandon de l'opposition aussi. Alors, à défaut d'appeler à la désobéissance civile, par exemple, puisque là, c'est clair, hein, c'est le gouvernement qui a commencé à violer la loi, la population, évidemment, peut aussi réagir en violant la loi ou en appelant, par exemple, à une désobéissance civile. Mais ma question, c'est de savoir, est-ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à défaut d'appeler à la désobéissance civile, est-ce que les opposants, par exemple, ou la société civile peut ester en justice le gouvernement Ah pour non, avoir mais violé flagramment la loi? non, mais on n'est pas en justice comme on veut. Pour rester en justice, il faut déjà avoir un intérêt à agir, déjà. Il faut avoir la personnalité juridique, donc morale. Bon, ça, les associations de défense des droits de l'homme, par exemple, qui sont présentes au Congo, qui ont une personnalité morale, peuvent, si leur statut les y autorise, saisir le tribunal et saisir le tribunal judiciaire de Brazzaville pour pouvoir contester la légalité de cette mesure. Voilà. Mais moi, je pense qu'il faut travailler avec les symboles. Il faut travailler avec les symboles. Parce que même si juridiquement, on n'est pas recevable à mener une action, il faut tout simplement, il faut commencer par poser au moins l'acte. Il faut poser l'acte. Il faut poser l'acte. Il faut que ce soit les associations de défense des droits de l'homme faisant partie de la société civile au Congo. Ces associations peuvent organiser des conférences pour décrier cette mesure. Ces associations peuvent appeler les populations à désobéir. Ces associations peuvent symboliquement saisir la justice. Donc, même si on sait ce qu'il en est de la justice congolaise, hein, mais au moins pour le symbole. Pour le symbole. Voilà, parce que quand on pose des actes comme ça peut intéresser l'opinion publique internationale qui peut relayer cette action-là et puis faire connaître sur le plan international l'arbitraire de la mesure prise par M. Mboulou. Donc, il faut agir. Moi, je pense qu'il faut sortir du côté passif. Hein. Il faut arrêter d'être un peu dans une démarche où on est toujours en réaction. Hein. Le régime en place bafoue les droits, viole les lois, et en face, on est passif. Je pense qu'il faut sortir de cela. Il faut sortir de ces sentiments un peu de passivité, de fatalisme, où on est là juste à décrier. Il faut essayer, même nous qui sommes ici en Europe, il faut essayer de prendre attache avec les acteurs locaux qui sont courageux et puis étudier avec eux des possibilités d'action sur place. Voilà, tout en essayant de les protéger, bien sûr. Donc, je pense que oui, il faut poser des actes. Il faut poser des actes. Je pense qu'on a besoin d'avoir des acteurs locaux qui sont prêts à agir dans le cadre de la loi, hein, dans le cadre de la loi. Parce que là, précisément, il y a eu une violation flagrante de la liberté d'aller et de venir des Congolais par M. Zéphirin Boulou. En tout cas, merci, Maître, sur ce premier volet de notre émission. Alors, deux questions sur l'actualité. J'allais dire, oui, c'est l'actualité, puisque ce sont les révélations faites par le quotidien Libé. J'espère que vous avez pris connaissance de ce dossier. Libé a mis donc, j'allais dire, sur la place publique un réseau, a révélé l'existence d'un réseau mafieux de détournement de l'argent du pétrole congolais à travers la société Orient Oil de Lucien Ebata, qui est d'ailleurs le conseiller au financement extérieur de Denis Sassou Nguesso. Et lorsque vous avez appris cette information, une énième information, parce que ce n'est pas la première, on sait qu'il y a eu beaucoup d'autres scandales bien avant, quelle a été votre réaction? Oui, bah, encore une fois, je pense qu'il faut qu'on sorte de la passivité, hein, une fois encore. C'est-à-dire que nous avons la chance d'être dans un pays, notamment la France et d'autres pays occidentaux, dans lesquels vous avez une presse qui travaille, hein, une presse libre, indépendante, qui travaille. Vous avez des journalistes d'investigation qui vont au charbon, qui vont aux informations et qui arrivent, même dans le cadre des instructions
des instructions des instructions pénales qui sont en cours, la jurisprudence autorise qu'il peut y avoir des volets de l'instruction qui peuvent sortir du cadre du secret de l'instruction pour pouvoir informer l'opinion. Voilà, c'est-à-dire que le journaliste a le droit d'avoir quelques éléments d'une procédure d'instruction pour informer l'opinion, aussi longtemps que les éléments ne permettent pas d'avoir une vue exhaustive de l'instruction. Voilà. Donc, les journalistes qui le font, contrairement à ce qu'a dit M. Thierry Mongala, ne portent pas atteinte au secret de l'instruction. Voilà. Il y a une jurisprudence qui est établie là-dessus. Voilà. Donc, les journalistes, ils font leur travail, ils ont le droit au secret des sources, donc ils n'ont pas à révéler comment ils ont eu ça, même si on devine qu'ils ont eu ça à travers l'instruction, mais le faire en soi ne constitue pas une infraction. Le secret de l'instruction, c'est une infraction qui est plus complexe que ce que pense M. Thierry Mongala. Voilà, maintenant, une fois que cela est dit, moi, je pense qu'il est temps que nous puissions nous organiser. Voilà, parce que c'est quand même triste et dommage que ce ne soit que des organisations européennes qui luttent contre les phénomènes de corruption qui ont cours dans nos pays. Voilà, c'est quand même dommage. C'est-à-dire que ce serait quand même bien que ce soit les praticiens du droit, les praticiens du journalisme. Oui, mais évidemment, maître Brice Nzamba, dans quelle mesure, par exemple, vous qui êtes évidemment les praticiens du droit, les avocats congolais en particulier, il y en a, vous êtes nombreux, je crois, sur la place de Paris, dans quelle mesure pouvez-vous, par exemple, prendre possession d'un tel dossier et instruire à votre niveau? Oui, mais en fait, comme nous sommes dans un état de droit en France, on n'entre pas dans une procédure, comme je l'ai dit tantôt, quand on veut. Il faut être dans les conditions. Il faut être dans les conditions, les conditions posées par la loi. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en France, pour avoir une association qui lutte contre la corruption, qui est recevable à intenter une action en justice, il y a des conditions qui sont posées par la loi. D'abord, la première condition, il faut au moins avoir 5 ans d'existence. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut avoir un agrément du ministère de la Justice, un agrément. Et l'agrément, on ne le donne pas à n'importe quelle association. Il faut au préalable avoir, durant les 5 années, organisé des conférences, tenu des séminaires, publié des études sur le phénomène de la corruption, avoir travaillé, mais d'arrache-pied sur ces phénomènes-là. Et donc d'avoir des éléments objectifs qui prouvent qu'on est véritablement impliqué dans la lutte contre la corruption. Et avoir aussi une comptabilité bien tenue. Voilà. Une fois qu'on a rempli ces conditions-là 5 ans plus tard, on peut demander un agrément. Quand on a l'agrément, on peut en ces moments-là intenter des actions en justice. Donc moi, j'entends des gens qui disent, oui, moi je veux me constituer partie civile, ou mon non, mais c'est pas comme ça, ça se passe pas comme ça. Mais est-ce que vous ne pouvez pas, par exemple, pardon, maître Brice Nzamba, est-ce que vous ne pouvez pas travailler en collaboration avec les ONG qui existent déjà, par exemple? Des organisations de lutte contre la corruption qui existent déjà? Oui, mais ces ONG travaillent déjà. Vous avez Transparency International qui est partie civile dans l'affaire des biens mal acquis. Vous avez Sherpa qui est partie civile aussi dans l'affaire des biens mal acquis. Ces ONG travaillent. Ces ONG travaillent déjà. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que nous, en tant que Congolais, nous devons avoir notre organisation à nous. Voilà, parce que je pense qu'au niveau de la légitimité, nous, on a plus de légitimité en tant que Congolais d'avoir une organisation qui lutte contre la corruption et qui, une fois que l'organisation deviendrait recevable à l'action judiciaire, aller en justice, puisque les éléments, on les a. On peut prendre la tâche avec les journalistes, on peut prendre la tâche avec les organisations qui luttent contre la corruption, qui peuvent nous donner des éléments à partir desquels on peut faire des plaintes. Mais il faut au préalable être dans les conditions. Mais nous sommes en train de travailler, hein. Je peux vous donner déjà une information. Nous sommes en train de travailler avec certains compatriotes ici en France et d'autres qui sont dans d'autres pays européens. Sous peu, nous allons mettre en place une organisation qui va lutter contre la corruption et nous allons travailler pour acquérir un agrément et pour aller en justice au moment venu. Donc, nous y travaillons, nous y travaillons.
Je vous posais cette question expressement parce que nous savons qu'évidemment, je vous ai rappelé qu'il y a eu beaucoup d'autres scandales bien avant, hein, avant le tout dernier que Libé a mis sur la place publique. Et le constat, c'est que ni le Sénat, ni l'Assemblée nationale, ni le parquet, personne, mais en tout cas, personne ne s'en saisit. Et on a l'impression que lorsqu'on a des informations comme ça, ben, ça passe outre comme ça et personne ne s'en intéresse. Au niveau du Congo, je dis bien. Et donc, il Oui, faut bien qu'il y ait des alternatives. Il faut qu'il y ait des organisations comme ce que vous venez de nous expliquer, de sorte que demain, s'il y a un autre scandale comme ça, pourquoi pas reprendre les premiers dossiers, puisque les dossiers sont encore là. oui, Reprendre ces dossiers et puis les instruire pour ne pas oui, laisser ces, j'allais dire, ces délinquants, les vrais délinquants, en fait, économiques, en liberté. oui, mais vous avez absolument raison, parce que moi, je pense que ce qui se passe au Congo n'est pas étonnant. C'est-à-dire qu'au Congo, c'est le totalitarisme. Voilà. Quand on parle du totalitarisme, c'est-à-dire que c'est un système qui contrôle la totalité des éléments qui le constituent, hein, que ce soit le Parlement, le Sénat, et bon, pour ne pas, je veux faire un peu de la provocation, hein, même une certaine opposition, hein, même une certaine opposition, puisque même au niveau de l'opposition, on n'a aucun communiqué, hein, aucun communiqué qui est publié pour précisément attirer, interpeller le procureur de la République pour qu'il enquête sur des faits qui sont révélés au niveau de la presse internationale. Il n'y a aucun communiqué qui est fait. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas attendre grand-chose de ceux qui sont au Congo, hein. Ils sont dans une prison à ciel ouvert, hein, il faut dire la vérité. Alors, la question, c'est plutôt nous qui sommes ici, hein. Nous qui sommes ici, nous avons la liberté d'agir, nous avons la liberté d'entreprendre dans le cadre de la loi ici, donc il faut agir. Donc, moi, je pense que il faut qu'on s'organise, mais je pense qu'il faut sortir de Yaka à faire, il faut maintenant être concret. Et comme je vous ai dit, nous sommes en train de travailler pour la mise en place d'une organisation de lutte contre la corruption. On fera la sortie officielle, si tout se passe bien, peut-être au printemps, mars par là, mais nous travaillons. Nous travaillons. Et nous pensons qu'il faut suppléer à la carence du Congo. C'est-à-dire qu'au Congo, les gens considèrent que quand on met en exergue un délinquant économique, on considère que c'est le gouvernement qui est mis en cause. Vous avez quelqu'un comme M. Thierry Mongala qui intervient pour venir remettre en cause les investigations du journal Libération, alors qu'à la vérité, le journal Libération met en exergue en fait les turpitudes de M. Lucien Ebata, à la vérité. Et de Denis Sassou Nguesso, mais là, il est évidemment épinglé, pas comme étant un membre du gouvernement, mais c'est, je crois que, mais et c'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi est-ce que c'est Thierry Mungala, le porte-parole du gouvernement, qui réagit souvent dans ces genres de dossiers qui concernent Denis Sassou Nguesso personnellement? oui, mais parce que ça vous montre que le régime en place est dans la fusion complète avec la personne de Denis Sassou Nguesso. C'est-à-dire que Denis Sassou Nguesso gère le Congo comme c'était son bien, comme si c'était son bien personnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où lui, en tant que personne physique, est impliqué dans une procédure pénale, on considère que c'est l'État congolais qui est impliqué. Alors que non, puisque la propre constitution de M. Denis Sassou Nguesso prévoit que M. Denis Sassou Nguesso peut être, sa responsabilité peut être engagée devant la Haute Cour de justice. Voilà, dans certains cas bien précis. Donc, cette constitution reconnaît qu'il est possible pénalement d'engager la responsabilité de M. Denis Sassou Nguesso. Vous voyez? Donc, ce n'est pas étonnant. Moi, je pense qu'au contraire, ça nous montre tout simplement la nature véritable de ces régimes. C'est ça. Évidemment, dans le même sens, on constate bien que c'est bien là l'illustration parfaite du totalitarisme, parce qu'on ne peut pas comprendre que les questions qui touchent personnellement Denis Sassou Nguesso dans le cadre privé soient traitées au niveau du gouvernement congolais. En tout cas, merci, Maître Brice Nzamba, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, M. Christian Perrin.
Je vous en prie. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de nous avoir encore consacré à votre temps, votre attention. On se retrouve donc prochainement. Merci.